fort sympathique à la bonne heure chaque mardi et mercredi de 15h à 16h sur Canal Algérie. Et comme à chaque fois, plusieurs invités nous font le plaisir et l'honneur d'être avec nous et ont répondu présent à notre invitation. Et puis les rubriques habituelles, bien évidemment. Eh bien, aujourd'hui, nous avons choisi de parler de sport mécanique avec Massi Bouaguesh, secrétaire général de la Fédération algérienne de sport mécanique, qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Et justement, ce qui va nous conduire à parler du jeune Samy Léo Robinson, donc pilote automobile algérien de Formule 4 en présence de sa maman, justement, qui est de passage en Algérie, Nihat Hanachi Robinson. Eh bien, nous allons parler justement de ce champion algérien de Formule 4 et puis aussi de son actualité. Et voilà, sa maman nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Et puis après, un peu plus tard dans l'émission, place aux deux rubriques du jour. Yasmine Assari pour la rubrique Inspiration Habitat et Wahida Salim Sherif pour la rubrique Shkoun Yishfa. Voilà donc le programme. Restez avec nous, une chanson pour accueillir tout ce beau monde et on revient juste après. À tout de suite. قولوا لها جاوبيني حكاية بينها وبيني شوفوا حالي لا بيها بوهالي قولوا لها جاوبيني حكاية بينها وبيني استثنى نهاية جاتك راسي انو الهيتا درهقت وردو بغنكي باني اسنكي باني استثنى نهاية جاتك راسي انو الهيتا درهقت وردو بغنكي باني اسنكي باني تنهينا كمتان سما ضوات تنهينان رهقم هولن تنهينان أجولي صوتان تنهينان رهقم هولن تنهينان أجولي صوتان قولوا لي مالي ومال غزالي مشى على طول سهر ليالي يا كنساني مشى على طول لعين النعسانة مليانة والغزالي زينك الدنا يا مرجانة في كنسان أو ترها تزار تغمان جنة الطيورين ترغن الدار أو ترها تزار تغمان جنة الطيورين ترغن الدار تنهينا كمتان سما ضوات تنهينا رهقم هولن تنهينا أجولي صولان 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 Vous êtes là, c'est le papa qui s'en occupe. Voilà, donc une belle chanson. Et on a déjà commencé le débat avant même justement la fin de la chanson parce que c'est passionnant justement ce dont nos invités vont nous parler cet après-midi. Et j'ai le plaisir de recevoir à Léonore Odama Nihat Hanachi Robinson. Comment ça va? Ça va, merci. Bien, welcome. Merci beaucoup. Pour vous mettre à l'aise. Merci. Voilà, ça va, vous allez bien? Oula, ça va, merci. Très bien, en tout cas nous sommes ravis de vous avoir avec nous cet après-midi. On aurait aimé avoir Léo, mais il a beaucoup d'examens, beaucoup d'engagement, j'ai envie de dire, dans ses études. Et puis vous êtes là pour justement parler de son parcours, de ses médailles, de sa réussite. Et vous n'êtes pas toute seule puisque vous êtes accompagnée de Massi Bouaguesh. Comment ça va? Bienvenue, un habitué des plateaux télé. Hein? Voilà, contrairement à Nied. C'est pour ça que j'ai voulu la mettre à l'aise cet après-midi. Donc, et justement, on va parler des sports mécaniques en Algérie et surtout de cet espoir algérien, n'est-ce pas? Tout à fait. Il y a plein de choses qui se font et Léo, on va dire, émerge parmi tout ça. Exact. En tout cas, et puis les filles sont également au rendez-vous. Yasmine, comment ça va? Très bien, depuis merci. La semaine passée? Ben, ça va. Ça va? Ça va.
Très bien, Wahida. Ça va. Ahlan wa sahla. Merci. Ça va? Alhamdulillah. Très bien, prête pour les deux rubriques. Oui. Vous avez tout préparé, les filles, ça y est, Oui. vous êtes prêtes? Prête. Très bien. Mais on va commencer bien évidemment par parler de sport mécanique. Donc je le disais, Nihad Hanachi Robinson nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi pour parler justement du jeune Léo Samy Robinson, n'est-ce pas? Donc qui s'est démarqué, j'ai envie de dire, dans la course automobile. C'est ça. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Tout à fait. Très bien. On va commencer peut-être justement par parler comment ça a commencé. Eh bien, ça a commencé depuis très très longtemps. Il avait 3 ans quand il a eu son premier kart. C'est dû au hasard, c'est-à-dire que vous l'avez mis Non, c'est- justement à faire ce sport. Non, Vous auriez c'était pu choisir un autre sport ou c'était ciblé déjà? C'était vu son père, Oui. il faisait du sport mécanique D'accord. aussi, mais il a ce qu'on appelle, il a une habilité de conduire les voitures D'accord. Oui, téléguidé. téléguidées. D'accord. Donc on lui a acheté une Eh ben, carte. donc ça c'est un signe, on peut détecter ça déjà dès qu'ils ont 2 ans, 3 ans. Exactement, ça Ça, commence. ça se très jeune. détecte grâce à ces gadgets. hein. Il y a des signes Et qui nous, ne on se trompent pas. dit, et nous, on se dit que ça sert à rien, que c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Eh bien non, ça peut faire un champion. Donc il a eu son premier kart à l'âge de 3 ans. Mhm. Il utilisait son engin. D'accord. Juste à côté de la La maison, maison. un petit peu, chaque week-end, des fois comme ça. Mais à partir de 5 ans, il a commencé à faire des courses. D'accord. Et à l'âge de 6 ans, ça devient un peu demi-professionnel. Oui. Et Il a très vite évolué. il a très vite. Donc à 6 ans, quand il a commencé les courses, Mhm. il a gagné le Rocky. Comment dirais-je le Rocky? Rocky, c'est les courses pour début, c'est le débutant. les D'accord. débutants. Voilà, les Il premières il a gagné dès ses premières son- courses. dès ses Il a gagné. premières Donc, Ouais. Et puis à 7 ans, il est devenu champion d'Angleterre au karting. À 7 ans. À 7 ans. Et c'est un sport vraiment qui demande beaucoup de patience, beaucoup Oui. de travail, beaucoup d'argent aussi. Oui. Et il faisait, à cet âge-là, il faisait 44 semaines par année, par année, 44 semaines de D'accord. conduire la carte, les week-ends, la pratique, les Beaucoup courses. de pratique. Oui, Mhm. oui. Et depuis l'âge de 5 ans, 6 ans, il a évalué. Donc la carte c'est un peu technique pour moi, je ne Oui. connais pas, mais les engins, Il va c'est- vous aider, Oui, hein, ça- Samy ça va vous commence aider. par Il est là 50 pour ça. ici, et ça grandit jusqu'à... D'accord. C'est selon les cylindrées des voitures. Oui, D'abord, d'accord. la taille et les cylindrées. Il faut savoir déjà que le championnat anglais de kart, c'est l'un des championnats les plus relevés au monde. Le D'accord. karting en Angleterre, Oui. j'ai envie de dire, c'est une religion. Oui. Et D'accord. aujourd'hui, actuellement, on a 5 pilotes en Formule 1 qui sont anglais. Mhm. Il y en a un qui est britannico-thaïlandais, mais qui part avec D'accord. une licence thaïlandaise. Donc, mais les Anglais Mais- font leurs mais preuves voilà, dans mais le ils domaine. sont- il est issu du championnat, ils sont tous issus du championnat d'Angleterre de karting. D'accord. Donc, ouais. Mhm. C'est un championnat bien. que Léo a gagné à l'âge de 7 ans. Très bien. Donc, justement, on a pu voir une photo de Léo donc, qui travaille dur, hein, n'est-ce pas? Il travaille vraiment dur parce qu'en premier, il aime Ça, c'était l'année passée au Formula 4. Mhm. Donc, après le karting, il a fait du karting de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 14 ans, 13 ans, 14 ans. Et puis, il a commencé à faire le Ginetta. Ginetta, c'est une voiture de salon. Donc, ça veut dire c'est deux chaises, 2 Oui, seats. de place. Et il a fait ça pour une année, enfin une Année. 6 mois, Quelques quelque mois. chose comme ça. Et puis, il a commencé à faire le Formule 4. D'accord. Et ça, c'est une course qu'il a gagnée en Angleterre. Oui. Sa première victoire en Formule 4. D'accord. En fait, la première victoire dans la voiture Ginetta, il est devenu le plus jeune pilote D'accord. qui gagne une course de voiture. D'accord. Wow. Il est algérien aussi. Oui. Donc, Voilà. c'est Et une fierté justement, énorme. la particularité de Samy, justement, Robinson, c'est qu'il a choisi de porter haut le drapeau c'est algérien dans la course automobile, Ouais. n'est-ce pas? Donc, quand il a commencé, parce que mon mari est anglais, et Son père, qui son est le père père est de anglais, Léo. d'accord. Il avait dans ce casque, il avait le drapeau algérien et le drapeau anglais, Oui. bien sûr. Et chaque année, c'est la même chose, c'est la même chose. Et puis, il a dit à son père tout seul, Oui. il a dit, je veux juste garder le drapeau algérien. Parce Voilà, que je me une belle sens... photo. Ouais.
parce que je me sens algérien. Et quand même, il ressemble à un Algérien aussi. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je peux témoigner qu'il ressemble plus à sa mère qu'à son père. D'accord, oui. Honnêtement, même moi, ça m'avait un peu impressionné. C'est vrai, quand on dit anglais, on s'attend. En fait, généralement, bon, il avait le double drapeau sur son casque et sa combinaison, ce qui était normal, on peut dire. Même s'il courait avec la nationalité algérienne, avec la licence algérienne, il n'y a pas de souci. Et puis, du jour au lendemain, il dit à son père, j'ai envie de changer, je garde seulement le drapeau algérien. Donc, lorsque son père m'a envoyé le design du casque, j'ai vu qu'il n'y avait plus le drapeau anglais, et je lui ai fait la remarque. Oui. Il m'a dit non, c'est un oubli. Il m'a dit non, il m'a dit il veut seulement le drapeau algérien. Je lui ai dit, bon, et toi, ça te fait quoi? Ça vous a... Il me dit, bah, tant qu'il est heureux, ça me va. C'est ça. Ah, c'est très beau. Très beau. Je suis imaginé dans cette situation inverse où mon fils me dit, je suis anglais plus qu'algérien, c'est pas possible. Ça ne va pas le faire. Et justement, je pense que c'est aussi grâce à vous, Nihed, parce que vous êtes justement très attaché à ça, c'est-à-dire vous accordez beaucoup d'importance, j'ai envie de dire, à ce que vos enfants, justement, connaissent cette culture, s'imprègnent de cette culture. Vous venez souvent, eux aussi. D'ailleurs, on vient de voir une photo de Léo à Maqam Shahid, n'est-ce pas? Oui, parce que j'ai une petite famille quand même. Et j'ai jamais quitté ma famille. J'adore ma mère. Ma mère, elle est toujours avec nous. D'ailleurs, elle est là. Elle nous regarde là. Elle est à côté. On la salue. Elle visite tout le temps. Elle était à la naissance de Léo. Elle était à la naissance de mes jumeaux. Donc, là aussi, c'est une autre photo du musée Moudjahid. On est une famille vraiment très attachée. Très unie. Oui, et je parle à ma mère tout le temps et je parle à mes sœurs tout le temps. Et j'ai un frère aussi. Donc la famille pour nous, c'est ça. Voilà, donc ils sont, même s'ils vivent en Angleterre, mais ils sont tout le temps en contact justement avec leur famille. Oui, c'est ça. Ils aiment venir célébrer nos fêtes. Voilà, ils adorent ici, vous nous avez dit, pour le mariage. Ma fille aime venir ici pour les mariages. Pour danser surtout. Justement, vous avez aussi une fille qui aime bien l'art, le théâtre, le cinéma, n'est-ce pas? Peut-être qu'il y aura... que ça va faire d'elle aussi une star algérienne. Elle chante beaucoup, elle adore chanter, elle chante beaucoup. En fait, elle fait des compétitions aussi. C'est pas aussi professionnel que mais quand même, elle chante. Et j'ai un autre fils aussi, et c'est des jumeaux. Et il fait du sport aussi, c'est un athlète. Et lui aussi, il veut courir un jour pour l'Algérie. Inch'Allah, Inch'Allah. En tout cas, ça fait chaud au cœur de voir ses enfants réussir et s'épanouir surtout dans des domaines qu'on ne pensait pas forcément qu'ils allaient réussir justement dans ces domaines. On a une vidéo justement de Léo, donc on l'a dit tout à l'heure, il n'a pas pu se déplacer parce qu'il a des examens, donc il y a aussi des études, il y a le côté sport, et il y a le côté études, et justement, est-ce qu'il y a une formule en Angleterre sport-études où justement les enfants peuvent avoir des horaires aménagés, comment ça marche? Donc, ça, c'est un peu difficile pour Léo parce que on a choisi l'école dépendant de la réaction de l'école vis-à-vis sa compétition. Les engagements sportifs. Donc, l'école qui atteint, pour l'instant, ils sont vraiment supportifs, donc ils l'encouragent. Voilà. Et il essaye de faire En fait, c'est le seul pilote qui encore scolarisé. Parce que pour nous, l'école, c'est sacré. Bien sûr, c'est important. Et est-ce que justement, il a des matières préférées ou ça va, il s'en sort bien partout? Je vous dis quelque chose. Léo, il est vraiment... Autant que maman, on aime bien savoir ce genre de choses. Je suis sa mère, mais il joue du piano. D'accord. Wow. Donc, il a un grade 6, donc il va faire le 7. Il n'y a que 8 grades. Et en fait, on s'appelle ça c'est un scholar de musique. Ça veut dire il est boursier de musique. Ça, c'est pas pour l'argent, c'est un titre. Un titre que les enfants avec un talent qui gagnent la bourse. D'accord. Donc, c'est un scholar de musique. C'est dans le système scolaire, justement. On va regarder la vidéo et on continue d'en parler. Hello everyone, my name's Leo Robinson. I'm 15 years old and I race in Formula 4 for Algeria. This season's been great. I got lots of wins, but my big dream in the future is to make it to F1, and with your support I think I can achieve the Algerian dream. It means a lot to me
it means lots to me when everyone supports me, when I can see all their comments on my Instagram, and it makes me really proud to be supporting this great country. Voilà, très belle vidéo, très beau message hein, de la part de Léo. Massi, quelle est aujourd'hui la place de Léo justement dans les sports mécaniques algériens? Alors, il faut savoir déjà que Léo a été très très vite adopté par la communauté de fans de sport mécanique en Algérie. Honnêtement, parce qu'en fait, on peut avoir une certaine, pas réticence, mais une certaine petite crainte par rapport, on va dire, c'est son nom, il s'appelle Léo, etc. Comment est-ce que le fan va percevoir cet athlète? Finalement, vraiment, au contraire, ils ont plus d'amour vers lui que quoi on s'attend. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, oui, réellement, voilà, et il a choisi l'Algérie. C'est ça. Donc, puis il est jeune pour choisir de le faire, pour être sûr de ses choix. Et là, aujourd'hui, honnêtement, il n'y a pas un endroit où je pars et où peut-être je me présente, etc. Il n'y a pas quelqu'un qui me parle de Léo. Vraiment, c'est partout. Même quand on voit ses réseaux sociaux, il y a énormément de fanbase en Algérie impressionnante et qui est toujours en train de partager ses réalisations, ses exploits, etc. Et après, là où je vais, là où je parle, je dis voilà, je suis dans les sports mécaniques et tout. On dit tiens, il y a le pilote algérien qui est en 4, etc. en Angleterre. Et il y en a même qui appellent aujourd'hui, pas plus loin qu'hier, j'ai reçu un message de quelqu'un sur WhatsApp pour me dire voilà, j'ai envie de faire de la F4 en Angleterre. Donc, ok. Bon, il y a des étapes. Exact. Quelques étapes avant. Tout ça, mais voilà, ça, il peut-être, on va dire, c'est peut-être aujourd'hui une référence, pour la nouvelle génération. Et justement, donc, il a eu beaucoup de médailles, beaucoup de titres, et on va justement parler de l'actualité, cette dernière médaille qu'il a eue justement à la course de la Formula Winter Série à Barcelone. Parlez-nous un petit peu justement de cette course et de son importance. Alors, en fait, c'est un championnat assez important au niveau F4 parce que généralement, les championnats importants, c'est le championnat anglais, le championnat allemand, le championnat italien. Ça, c'est les 3 plus gros championnats on va dire, au monde en Formule 4. Ensuite, vu que c'est pendant l'intersaison, entre les 2 saisons, généralement, il leur faut un temps de préparation et tout. Donc, il y a des changements, de temps en temps, il y a des changements d'équipe et tout. Et les pilotes, pour s'acclimater à leur nouvelle voiture, alors soit ils vont participer à un championnat au Moyen-Orient, sinon ils vont en Espagne et au Portugal, il y a ce qu'on appelle le championnat Winter Series, et là c'est les meilleurs pilotes de la région, de tous les pays qui vont participer à ce championnat. Et cette année, Léo a participé à ce championnat. Alors, il a terminé à la 2e place au classement général, sachant que sur un week-end sur 4, il a eu des déboires mécaniques du début jusqu'à la fin du week-end, donc il n'avait pas marqué de points. Si en conditions normales, s'il avait marqué des points comme il avait marqué dans d'autres courses, il aurait été facilement champion. Donc ça, c'est très très encourageant déjà pour la saison qu'il a commencé déjà cette année en Angleterre et aussi pour la suite. Donc, voilà, on voit là clairement le drapeau algérien. Et honnêtement, ça me donne la chair de poule d'écouter Ras Samed comme ça sur un podium. C'est vrai. Ça a fait le tour de la toile d'ailleurs. C'est comme ça que je pense que la communauté algérienne sur les réseaux sociaux qui l'ont découvert, enfin moi-même je l'ai découvert avec cette vidéo qui a été vraiment partagée. Tout à fait. C'était devenu viral. Tout à fait. Honnêtement, je l'ai trouvé dans des pages où jamais je n'aurais pensé qu'il parlerait sport mécanique. C'est vrai. Jusqu'à présent, il y a encore des pages qui apparaissent comme ça de temps en temps sur Facebook. Je dis tiens, celle-là je ne l'ai pas likée, donc je ne l'ai pas vue. Et c'est vraiment quasi quotidien. Exact. Et justement, Nihed, on va parler justement de Nihed, la maman. Qu'est-ce que ça fait de voir son fils briller et faire justement briller aussi le drapeau de son pays? C'est très émouvant, j'imagine. Déjà, on le voit à travers vos yeux. Vous êtes très ému. Chaque fois que je regarde, j'ai le sourire. J'ai un très grand sourire. Non, c'est vraiment une très grande fierté. C'est une fierté énorme. Et parce que j'ai vécu son parcours. C'est ça, sa persévérance, son travail dur, acharné. Et c'est pas toujours une victoire, c'est pas toujours la réussite. Exact, ça n'a pas toujours été facile, j'imagine. C'est pas facile. Et pour un enfant de 5 ans, 6 ans, de se lever chaque jour à 4 heures du matin et sans même
pas dire, oh, il n'a jamais dit je suis fatigué, il n'a jamais dit je suis fatigué. D'accord. Et il a raté plusieurs fêtes d'anniversaire de ses amis. En fait, il n'a pas il a des amis, mais il ne peut pas aller toujours aux fêtes, faire ça ou cela avec ses amis. Donc pour moi, j'ai vu les sacrifices d'un enfant, et c'est pas évident justement de priver les enfants de certaines choses. Oui, donc c'est une fierté énorme. Je suis fière de deux choses. La première, c'est que il est vraiment talentueux, il gagne, il fait bien. La deuxième, c'est qu'il a choisi l'Algérie. Oui, bien sûr. Et ça, c'était le but. Exact. Parce que quand j'étais en Angleterre, j'ai travaillé en Angleterre pour une année, j'ai eu Léo, et je me suis dit, moi, je ne veux pas rester ici tout le temps, parce qu'en Angleterre, je ne vois pas ma mère, je ne vois pas ma famille, et je suis ici, il fait froid, il fait ça, il fait cela. J'ai décidé de rentrer en Algérie. C'est ça. Enfin, rentrer tant que je peux. J'ai commencé le travail ici en Algérie. Et à chaque fois, je fais les allers-retours, je fais les va-et-vient. Et je me suis dit, que mes enfants me voient ici, je veux qu'ils comprennent que je suis algérienne. C'est ça. Que je suis musulmane. Garder le lien. Oui, qu'on a notre culture qui est vraiment différente des Anglais, qu'on a notre façon de vivre. Et ils me disent, oui, ça c'est... ça, en fait, ça c'est une course. Et ça c'est une vidéo d'une course. Il a gagné 4 fois. Il a fait la même chose 4 fois. D'accord. Il était au podium minimum 6 fois ou quelque chose. Oui, plus 6, 8, je sais. À chaque... il y avait 4 week-ends. C'était un seul week-end qui n'a pas réussi parce qu'il avait un problème de voiture. Et c'est un enfant vraiment, il est vraiment, n'est pas, comment dirais-je, lourd, il n'est pas noisy, comment on dit noisy? Facile à vivre. Il est facile, il est calme, il faut être calme, il faut être vraiment, vraiment calme. Par contre, moi je ne suis pas calme. Tu n'as pas ça de voix. Tu n'as pas ça de voix, alors. Moi, je suis pas algérienne. C'est peut-être plus le calme anglais de son père. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas le calme de Nihed. Voilà, c'est noté. Très bien. Et justement, on se dit, on avait appris beaucoup de choses tout à l'heure, avant le direct, de la part de Nihed et de Massi. Donc, on a l'impression, justement, quand on parle de Formule 1, de Formule 4, en tout cas de course automobile, que les pilotes sont à l'aise dans leur voiture et justement qui font pas beaucoup d'efforts, mais or c'est tout à fait le contraire. C'est très physique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est-ce pas? Le sport mécanique, c'est très 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 physique. Alors, si on commence par la base, donc le karting, il y a des circuits de karting ici en Algérie, vous pouvez aller faire. Alors, généralement, c'est des sessions de 5-10 minutes. Alors, essayez d'enchaîner 2 sessions de 10 minutes, vous me rendrez la réponse. Vraiment, c'est très fatigant, c'est très usant. Et ensuite, plus on augmente, on monte en catégorie, plus ça devient difficile, que ce soit en Formule 4, Formule 3, Formule 2 ou Formule 1. Tout à l'heure, j'ai expliqué qu'en F1, il y a des circuits où les pilotes perdent jusqu'à 6 kilos par course. Exact. Donc, les gens ne se rendent pas compte de l'impact physique que les sports mécaniques ont sur le pilote. Il y a des pilotes qui s'entraînent des fois jusqu'à l'époque de Schumacher, etc. Schumacher s'entraînait 9 heures par jour en conditions physiques. C'est énorme, pour pouvoir tenir justement. En fait, ça a été justement le premier pilote à instaurer, on va dire, une discipline physique pour les pilotes. Et avant lui, peut-être c'était beaucoup plus entre amateur et professionnel. Donc c'est à l'arrivée de Schumacher au début des années 90 qu'il a instauré ce professionnalisme sur la concentration sur l'impact physique, donc l'aspect physique et l'entretien physique de l'athlète justement. C'est ça. Et aujourd'hui, il y a des machines qui sont développées spécialement justement pour l'entraînement des pilotes. Donc il y a des machines pour justement, il y a la posture du cou, parce que c'est violent, donc il faut vraiment avoir toujours se tenir bien, c'est ça, exactement. Tenir bien droit. Il y a des vidéos maintenant qui sont virales sur Internet sur les entraînements des juniors team Red Bull. Sur comment ils tournent le volant. Alors en fait, ils mettent un volant en acier et ils sont enchaînés à des poids.
des poids de 30-40 kilos, et qu'il faut essayer de tourner pendant 20-30 minutes. Là, il faut avoir les... Bien sûr, tout à fait. Donc après, il y a le cou aussi qui est travaillé, parce qu'il faut que le corps supporte les forces G. C'est ça. Pendant toute la course. 3 heures, 2 heures de course, pardon. 2 heures de course, vous avez des forces avant-arrière, latérales, gauche-droite, etc. Donc il faudrait résister. Et puis la chaleur à l'intérieur. Et la chaleur à l'intérieur du baquet. D'ailleurs, les Formule 1 atteignent jusqu'à 60 degrés. Oui, c'est énorme. Le moteur qui est juste là. On comprend la perte de poids. Oui, voilà, c'est énorme. Et là, d'ailleurs, entre les organisateurs de la F1, la Liberty Media et la Fédération internationale, ils sont en train de discuter de la possibilité de mettre un système de refroidissement, un système de climatisation à l'intérieur des bateaux. Oui. Parce qu'il y a 2 ans, il y a eu une course au Qatar. Et elle a été faite, on va dire, à la fin de la saison des chaleurs, et ce n'était pas encore réellement l'automne au Qatar. Ils pensaient que ça allait passer. Oui, mais il y a des pilotes qui étaient vraiment au bord de la perte de conscience, carrément. D'accord. Donc tout ça, justement, c'est des paramètres qu'on ne prend pas en considération, on n'y pense pas forcément, on se dit qu'il a un talent, qu'il conduit bien, et on s'arrête à ça, pour vraiment être... On est sur notre canapé, on se dit, non, il ne sait pas, il pourrait pour ça, on est champion. Pour ça, on est champion, on est des champions. Après aussi, il y a aussi un paramètre aussi, j'ai envie de dire, pas psychologique, mais en fait, c'est pouvoir faire la même chose. Vraiment pendant 60-70 tours, j'ai envie de dire au centimètre près quasiment. Donc, si on doit freiner à 50 mètres du virage, c'est pas à 49 parce que ça y est, vous êtes sorti, c'est pas à 51 parce que vous perdez du temps. Donc il faut le faire à 50 mètres, virage après virage. Il y a un point d'accélération, il y a un point où on tourne le volant, il y a un point où on réaccélère, il y a un point où on freine. Beaucoup de concentration. Exactement. Donc ça, énormément. Il faut énormément de concentration. Le regard, il y a des études qui ont été faites sur le regard des pilotes. Le pilote ne cligne pas des yeux comme Monsieur. D'accord. Donc là où nous on cligne 3-4 fois, eux, ils ne clignent pas encore une fois. D'accord. Ils doivent tout le temps garder les yeux ouverts. Et ça, c'est une spécification pour les pilotes automobiles. Mais ça se développe ou ça se développe avec la pratique. Je ne veux pas partir du karting. Voilà, ça se développe. Et justement, on va revenir à Samy. Donc, vous disiez tout à l'heure, je vous avais interrompu, qu'il faisait aussi, qu'il avait du talent aussi dans d'autres domaines, comme le piano, n'est-ce pas? Et aussi, notre il fait du piano, il fait du trombone aussi. En fait, la trompette. Il appartient. C'est pas la trompette, le trombone, c'est. Oui, voilà. Oui, d'accord, c'est ça. Donc, en fait, il fait partie de l'orchestre de son école. D'accord. Oui, il est musical, il aime vraiment la musique. Donc, le piano, et depuis 3 ans, il a commencé le piano. Aussi. Le trombone, c'est... En Angleterre, il y a beaucoup de clubs pour les enfants. Et il faut juste les explorer, il faut essayer le tout. C'est ça, en fait, il faisait du pilotage aussi. Les petits avions. À l'âge de 9 ans, il pilotait les petits avions de 2 places ou 3 places. D'accord. Mais puis, il a fait ça pour 2 ans ou 3 ans, mais il n'a pas pu avoir son permis parce qu'il faut avoir 14 ans. Il avait 9 ans. Et donc, il n'y avait pas de temps, parce qu'il a vraiment le contrôle. Il a un certain savoir-faire. On va écouter un extrait. Allez. Le son n'est pas assez fort, je pense. Mais voilà, en tout cas, il a aussi d'autres talents. Ça, c'était un concert à l'école. Il avait une pièce, il a joué une pièce single, unique, sauf lui. D'accord. C'était en solo. En solo, oui, c'était en solo, oui. Très bien. Donc aujourd'hui, quels sont justement les projets de Samy? Ça, c'est très, très important et ça, j'aimerais bien parler à tout le monde de ça. Maintenant, il a commencé sa carrière à l'âge de 5 ans, 6 ans. Et à chaque fois, c'est contrôlé, on fait ça. Et maintenant, les voitures. Lui, il veut être en Formule 1.
Ça, c'est le but. Voilà, justement, c'est ça son but, c'est ça son rêve. Il veut le réaliser, représenter l'Algérie, justement, la course de Formule 1. Et s'il arrive, et j'aimerais bien, normalement, il peut arriver. Bien sûr, Inch'Allah, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Il sera le premier Algérien, il sera le premier Arabe, mais il n'arrivera jamais sans le support des Algériens. D'accord, il faut. Oui, j'imagine que c'est tout un processus qu'il y a derrière. On a besoin d'un support financier. Parce que le sport est vraiment, le sport mécanique, c'est un sport vraiment cher. Allez, on va continuer. On écoute un petit peu l'extrait et on revient. Excusez-nous. Waouh, magnifique extrait. J'avais une note de piano, mais je ne l'ai pas envoyée. D'accord. si, on me dit du côté de la régie que vous l'avez envoyée, qu'ils l'ont reçue et qu'on va... voilà, on leur donne juste le temps de la préparer. En tout cas, un petit génie, on ne vous a pas dit que c'était un petit génie? Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des tests aussi. Hein? Oui. Il y a des tests, je ne sais pas s'il les a fait ou pas. Léo, il est vraiment... Non, il n'a pas de... Je ne sais pas, mais il ne peut pas jouer du football. D'accord. Voilà. Il y a un ballon, rien. Pas de football, pas de tennis, pas de rugby. Enfin, rugby, c'est un petit peu. Oui. Mais il n'a pas vraiment le... Il ne peut pas faire ça. Donc, généralement, dans certaines choses, il excelle. Il n'a pas de problème. Très bien. On va écouter un extrait. J'espère qu'il y a... Voilà, allez, le piano. Voilà, un bel extrait aussi au piano, magnifique. C'était l'hôtel, il y a au Spanish Winter Championship. Oui. C'était l'hôtel. Là où il a eu le piano. Il y avait un piano dans l'hôtel, donc il a joué. Il s'est mis à jouer au piano. Il n'avait pas de carte, parce qu'il faut lire la musique. Il n'avait pas de carte. D'accord. C'est tout ce qu'il a. C'est déjà bien, j'ai envie de dire. C'est déjà beaucoup. Peut-être que dans quelques années, l'hôtel en question, justement, va poster ça sur les réseaux sociaux. C'est ça va, exactement. Tout à fait, oui, exact, tout à fait. Donc, justement, on revient à notre idée. Donc, on disait que, justement, le rêve de Samy Léo était de rejoindre la Formule 1, de représenter l'Algérie donc dans des courses Formule 1. C'est faisable, mais il y a plein de choses qui doivent suivre, bien évidemment. Il faut avoir deux choses. Pour moi, personnellement, comme une maman ou comme une personne, je peux... Massi va confirmer ou déconfirmer, je ne sais pas. Il faut avoir deux choses. Le talent. Il l'a. Il a le talent. Et le financement, les moyens, il faut lui donner les moyens. Sans les deux, il ne peut rien faire. C'est ça. Donc pour l'instant, on a pris Léo en charge, on a payé pour ses cartes, on a payé pour les voitures. Maintenant, on a besoin de Vous aimeriez bien sûr avoir peut-être tous les pilotes, ils ont un support de leur pays. Voilà. Parce que c'est impossible d'arriver. Et le retour, le pays va avoir le retour après ça. Bien sûr, tout à fait. Samy, Massi, pardon. En fait, généralement, le sport mécanique est très coûteux. Alors là, surtout si on va dans comment on appelle ça, la filière F1, ce qu'on appelle la filière F1, donc F4, F3, F2, F1. C'est très coûteux, c'est vraiment budgétivore. Une seule journée de roulage déjà coûte énormément d'argent parce qu'il y a la location de la voiture, il y a les pièces d'usure, il y a les pneus, etc. Mais en fait, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut au final. Donc, il y a la F1 qui est comme bien sûr objectif, mais après les retours qui vont être après. Donc voilà, Nihat parlait de premier pilote arabe. Premier pilote algérien en F1,
il y a déjà eu un seul pilote africain qui a été champion, mais c'était dans les années 70. Donc ça fait peut-être plus de 40, ça fait 46 ans. C'était en 79 que Scheckter était champion du monde. Donc ça fait 46 ans qu'il n'y a pas eu de champion africain, même de pilote africain. Après Scheckter, il n'y a pas eu de pilote africain. Donc déjà, il y a l'image. Donc, il draine toute l'image d'un continent et toute une région derrière lui. Et après, ça coûte aussi énormément d'argent. Généralement, tous les pilotes, Nihad parlait des deux paramètres, donc le talent et l'argent. Alors, il y a des pilotes qui n'ont pas vraiment de talent, qui ont vraiment le minimum, mais qui ont énormément d'argent. Ça, ils arrivent en F1, il n'y a pas de souci. D'accord. Vraiment sans aucun problème, ils n'ont besoin de personne, ils payent, ils achètent leur place, ils sont en F1. Aujourd'hui, il y a un pilote qui, son père a acheté une écurie de Formule 1 pour son fils. D'accord. Oui. Et qui n'a pas forcément le talent qu'il faut. Il l'a, mais il y a énormément de pilotes qui sont nettement meilleurs que lui. Mais lui a la chance d'avoir son père qui peut se permettre d'acheter une écurie de F1 et de le mettre dans un baquet. À côté, il y a des pilotes qui sont nettement plus talentueux, mais qui sont bloqués dans des catégories inférieures. Il y a des pilotes qui ont été champions en F2. Les 3 derniers champions F2, non, à part 2024, mais 2023, 2022 n'ont pas été en Formule 1. 2021, il y est arrivé. Et donc, le talent n'est pas tout le temps... C'est ça, un critère, on va dire, voilà, de réussite. Après, il y a d'autres moyens, on va dire. Il y a les filières automobiles, les filières de la F1, donc on va dire la Ferrari Driver Academy, il y a la Mercedes Junior Programme, il y a les Red Bull Junior Team. Mais ça, il faut se faire détecter, etc. Mais pour aussi se faire détecter, il faut déjà avoir les moyens de commencer. D'accord. C'est très rare qu'un Junior Team vienne te chercher du karting. C'est très très rare. Ils évitent parce que justement, je parlais tout à l'heure avant l'émission de toutes les catégories qui ont F1. On peut être excellent en kart, mais ne pas être bon en monoplace et être bon en rallye. Donc ils évitent d'investir sur quelqu'un en karting pour ne pas avoir le résultat. Voilà. Si demain Ferrari investit sur quelqu'un et au final il est bon en rallye, Ferrari ne fait pas de rallye. Il fait de la F1, fait de la F1 exactement, fait de la F1 et de l'endurance. Donc ça ne lui sert à rien d'avoir un pilote qui est bon en rallye. Donc limite ils vont se dire on a perdu de l'argent sur lui, donc ils préfèrent généralement attendre qu'il arrive en F4. Mais après pour arriver en F4, c'est aussi des moyens. Et les moyens, les écuries, généralement, ce n'est pas les mêmes. Donc il y a une écurie qui a un prix, une autre écurie qui a un autre prix, qui est nettement meilleur. Après, si on veut gagner, généralement, il faut aller chez les meilleurs. Et chez les meilleurs, c'est tout le temps nettement plus cher. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Et là, quand il y a un projet, j'ai envie de dire, on peut l'appeler comme ça, projet Léo Robinson, il faudrait qu'il y ait énormément, il faut qu'il y ait un soutien, aussi un soutien de l'État derrière. Peut-être aussi, c'est notre rôle au niveau de la fédération. C'est ça, de faire passer le message. Bien sûr, tout à fait. En tout cas, on va continuer d'en parler. Ce que je vous propose, puisqu'on parle justement d'Angleterre, de Nihad qui y vit, notre communauté établie en Angleterre, et bien justement, on va parler de brocante. Ça n'a rien à voir, mais quand même, il s'agit justement d'un membre de notre communauté qui vit en Angleterre et qui est revenu en Algérie et qui justement a lancé ce projet de brocante. Allez, on découvre ce reportage réalisé par notre collègue et ami Samia Bouharour. Merzak Chellali, ce passionné d'objets rares et vintage, a transformé sa maison en brocante. Pour lui, c'est un lieu de partage et d'échange avec ses amis. Mon expérience et mon aventure a commencé par des véhicules comme ça, des miniatures comme ça. J'étais hospitalisé en 1974 et à chaque jour, ils me donnaient des voitures pour ne pas pleurer. Donc ça a commencé par là, donc c'était my hobby. J'achetais souvent des voitures comme ça et j'en ai tellement beaucoup. Et après, quand j'ai grandi, j'ai voyagé, je suis parti en Angleterre. J'ai commencé à acheter tout objet de collection et je ne pouvais pas cacher... avoir du cash dans ma poche, donc je dépensais beaucoup et je me suis retrouvé avec beaucoup d'objets qui un jour m'ont permis de faire une petite vente au garage que nos compatriotes algériens ont trouvé ça très passionnant et ils ont tout acheté chez moi. C'est à partir de là que la brocante anglaise a vu ses portes ouvertes depuis presque 12 ans maintenant. Son cœur, basculé entre Londres et Alger, Merzak a fini par créer cet espace à Bir Khadem
au bonheur des passionnés comme lui. Dalila en est une, elle rate jamais ses rendez-vous chez son ami. Un jour, sur Internet, j'ai vu une annonce. Et c'est comme ça que je suis venue et j'ai connu Nordin. Il avait vraiment un petit espace. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, Masha'Allah, il nous a ramené de belles choses, sauf qu'il va nous ruiner, bien sûr. Pourquoi je viens très souvent ici, et puis avec Nordin, maintenant c'est une relation amicale. Voilà, vous avez vu, d'une passion, on est dans la passion amicale, parce que quand on aime la même chose, quand on partage cette passion, c'est plus l'argent. Je peux venir, d'ailleurs il m'est arrivé, un lieu où elle déniche les plus bonnes affaires, le cas de cette fois-ci. Ça pour vous, c'est vrai que ça c'est un petit objet, hein, mais pour moi il compte beaucoup, voilà. Il compte parce qu'il a été travaillé, voilà, à la main, et donc c'est quelque chose. Et plus c'est petit, et ben, écoutez, bien sûr que je suis contente. Cet amoureux de vieilles pièces offre une panoplie d'articles d'art et des objets de toute époque pour un voyage à travers le temps. Je suis à la recherche des objets rares, uniques. Quand je pars en Angleterre, je prends ma voiture et j'attaque le côté Kent, la frontière franco-anglaise qui me permet d'acheter dans les petits patelins des choses chez les mémés, chez les grands-mères et tout ça. Je leur demande est-ce que vous avez quelque chose à vendre. Ils me disent oui, ma grand-mère m'a laissé ceci, cela. Et j'achète souvent de la porcelaine chez eux qui est très très bonne, à des prix très bas. Et mes prix ici sont très raisonnables. Les gens ils se permettent, voilà. Des objets, des couleurs et des histoires, Merzak consacre ce petit coin secret pour préserver ses pièces uniques, plus que ça, ses coups de cœur. Oui, j'ai des objets rares, j'ai des objets que j'aime bien mais ils ne sont pas à vendre. Comme une collection. Voilà, comme celle-là, c'est une pièce en bronze. J'ai cette trompette-là qui est de 1800, de 1800. C'est une vraie ancienne, elle est poussiéreuse, comme vous voyez. Donc c'est une très très ancienne pièce et elle a beaucoup de valeur. Ça, c'est une valeur qui va aux enchères. C'est à eux c'est les enchères qui savent, mais ça peut aller très loin. Ça peut aller jusqu'à 5 000, 6 000 euros facilement. C'est une pièce très rare, c'est une pièce qui est recherchée. Donc, ça aussi, ça peut aller jusqu'à 250, 300 euros facilement. Voilà, c'est une pièce, voilà. J'ai cette assiette qui n'a pas encore été évaluée, qui est très ancienne aussi. Elle est de 1910. Je ne sais pas si vous voyez. C'est de la céramique, c'est une plat, c'est Chinese plate. C'est un plat chinois conçu fait à la main. Donc il a de la valeur. Je ne l'ai pas encore. Bon, je l'aime. Donc il n'est pas à vendre, il est là. Je vais le prendre quelque part dans le bureau. Je vais le laisser ici. 12 ans d'aventure, Merzak est déjà devenu un repère dans le domaine de la brocante. On parcourt même des kilomètres et des kilomètres pour venir apprécier ces objets d'art qu'il propose à ses clients, devenus amis au fil des années. Il a même servi d'exemple à ses copains à Londres, en les encourageant de venir investir en Algérie, le cas de Djilali. Aujourd'hui, j'ai reçu mon meilleur ami, Djilali, de Tiaret, et on a vécu ensemble en Angleterre. Djilali, c'est un très bon ami avec qui j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup fait du business ensemble. On s'est jamais acharné, on s'est jamais accroché. Et là, il s'est installé à Tiaret avec un beau restaurant. الحمد لله ودروك راني نلقى مع صاحبي ميمو جيت عنده هنا في لابروكونت اونغليز توحش شويه الانجليز جيت شفت الصوالح تاعو كاع اللي جابهم من لندن حسيت روحي راني اون انجلتير très bien مرحبا بك جيلاني عندنا مرحبا بك عندنا الله يحفظك ان شاء الله. La passion a emporté cet amoureux de brocante très loin. Aujourd'hui, il est comblé d'avoir réalisé son rêve.
Voilà, donc un beau reportage signé Samia Bouhalo. Je disais qu'il n'avait rien à voir avec la Formule 1 et la Formule 4, mais il y avait beaucoup de voitures, hein, de collection. Voilà, très important. En tout cas, merci Samia et on salue bien évidemment le brocanteur. En tout cas, on va proposer justement les deux rubriques. On va continuer d'en parler, hein, de parler de Sami et justement de son succès. Voilà, j'ai envie de dire. On va vous proposer les rubriques du mardi après-midi. On va commencer par Yasmine pour la rubrique Inspiration Habitat. Alors, de quoi il s'agit cet après-midi? Alors aujourd'hui, on va parler de l'aménagement pour les personnes qu'on appelle neuroatypiques. Bon, peut-être que c'est un peu péjoratif pour certains, donc c'est pour les personnes qui sont atteintes d'autisme ou de TDAH, ou même de trisomie. En fait, pourquoi? Parce que ces personnes-là... Besoins spécifiques peut-être? Besoins spécifiques, et puis elles sont surtout beaucoup plus sensibles à l'environnement que les autres. Voilà. On est tous impactés par notre environnement, mais disons que ces personnes-là ont une plus grande sensibilité. Ont une plus grande sensibilité. C'est vrai. Voilà. Et souvent, on aménage leur chambre ou leur habitat de la même manière que les autres, alors qu'il y a quelques petites astuces à prendre en compte pour justement leur créer ce petit cocon qui va réussir tout de suite à les calmer, à les sécuriser et à leur offrir ce confort dans lequel ils seront que plus épanouis. Mieux. Voilà. Très bien. Allez-y, allez. Alors, pour le premier point, on va parler de la gestion sensorielle. Donc, la gestion sensorielle, donc, comme je disais, ces personnes-là sont beaucoup plus sensibles, par exemple, à la lumière, au bruit, aux textures. Et donc, dans leur chambre, par exemple, ou même dans l'habitat, mais spécifiquement leur chambre, on va faire en sorte de varier les intensités lumineuses. On ne va pas miser que sur une lumière forte. Voilà, donc on va avoir des lumières indirectes. Donc, ça va permettre de tamiser la chambre. Et puis, surtout, quand la personne n'est pas très en forme ou n'est pas bien, donc on va lui créer un peu donc, cette ambiance-là. Aussi, les couleurs, c'est très important. Donc, pour avoir cette ambiance calme. Ah oui, j'y arrive. Alors, cette ambiance calme, alors les couleurs, je disais, on choisira donc une palette de couleurs apaisantes, donc des couleurs neutres et calmes. Et puis, on va essayer de leur créer un petit cocon. Voilà, ça ressemble un peu au cocooning parce que ça va tout de suite leur offrir en fait ce sentiment de sécurité. Et sur cette photo-ci, donc on a vu qu'il y avait donc comme des petits refuges. Oui, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire quand l'enfant ou l'adulte ou la personne carrément à sa crise, elle a besoin de se sentir, voilà, elle a besoin de se calmer, espace, voilà, son petit sanctuaire. C'est ça. Donc, et puis on peut le faire donc comme on avait vu donc un petit tipi et ça peut être carrément dans son lit avec un rideau ou voilà créer ce petit espace où la personne, je ne dirais pas l'enfant, la personne va se sentir en sécurité. D'accord. Ça c'est pour le premier point. Le second point c'est l'organisation spatiale. Alors c'est très important que les circuits soient bien définis. Parce qu'en fait, quand il y a beaucoup de désordre aussi, ça crée de l'anxiété, ça crée du stress pour tout le monde, même. Voilà. Et surtout pour cette catégorie pour aussi, cette catégorie encore de plus. Personnes, voilà, ça les fait un peu... Voilà, ça leur crée en fait un stress supplémentaire. Donc on va penser à fluidifier la circulation, à créer des zones bien distinctes, par exemple donc le lit, la zone sommeil, le coin bureau, le coin jeu, voilà. Définir les espaces. Voilà. Et puis on peut aussi jouer avec un code couleur, par exemple. Je dis juste un exemple, le lit bleu, le bureau voilà vert, et le coin jeu, voilà jaune clair. Oui. Voilà. C'est-à-dire déjà visuellement. Exact. On sait, identifie l'espace. Pour les rangements, c'est pareil. On va essayer d'avoir des rangements bien organisés ou des caisses ou avec des étiquettes, ou carrément des codes couleurs. Chaque caisse couleur. Voilà, ça va permettre en fait à la personne d'être structurée même dans sa tête et de pouvoir se repérer. C'est en aide. Voilà. Et ça lui permet d'avoir en fait... Ça facilite, on va dire. Oui, tout à fait. Et donc ça l'aide et puis ça la structure et puis elle a ses repères. C'est ça. C'est-à-dire que quand elle est dans cet endroit-là, elle sait où elle va, elle sait quoi prendre et ça peut que lui faire du bien. Ça l'apaise.
Le troisième point, donc, on va parler de l'acoustique. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ces personnes-là sont très sensibles au bruit. Donc, on va penser à mettre des tapis, ou un tapis absorbant, parce que ça absorbe, les rideaux aussi ou des tentures. Et puis, ça permet aussi de réduire un peu la luminosité dans certaines situations. Donc, on a aussi, donc, on peut jouer sur un revêtement en bois acoustique dans la chambre. Bon, il y a plusieurs façons de le faire. Et puis là, c'est sympa parce que, bon, c'est pour un enfant. Ça fait un peu, voilà, une petite zone isolée, d'isolement. Voilà, parce que pour les adultes et dans les open space, dans les bureaux et tout, ça existe, mais vraiment, c'est un revêtement acoustique. Hein, donc, ça permet réellement de s'isoler. C'est-à-dire que même le bruit ne passe pas. Exactement. Donc, ces petites choses n'ont l'air de rien, mais peuvent faire la différence. Peuvent faire la différence. Et puis, on va aussi penser donc à utiliser, à choisir un mobilier, à agencer l'espace de manière modulable ou flexible. Parce que, bon, les besoins changent. Et puis, c'est plus facile quand même de déplacer. Parce que des fois, la personne... Ça arrive, moi j'en connais, ils choisissent un coin, ils veulent plus, voilà, ça devient leur coin préféré. Et bien, si on a de gros meubles, c'est difficile en fait de réaménager la pièce. Donc, on choisira plutôt du mobilier flexible qu'on pourra bouger ou modulable. Ça, c'est plus intéressant. Et le dernier point, c'est, alors quand on a une personne donc qu'on appelle neurodivergente dans notre entourage et qu'on veut en fait aménager son espace, on va essayer de l'inclure avec un professionnel dans la conception de cet espace. L'inclure pas forcément en lui demandant des choses, mais c'est-à-dire pour la maman, le papa ou la famille qui l'entoure, on sait tous ce qu'il aime ou ce qu'elle aime et ce qui la rassure et tout. Donc, on va essayer de prendre ça en compte dans la conception de cet espace. Par exemple, ses couleurs préférées, ses thèmes, ses jouets, ce qu'il aime. Voilà. On va introduire ça dans l'aménagement de cette chambre afin de lui créer un espace complètement sécurisant et dans lequel il se sent bien. Très bien, c'est noté. Merci pour tous ces conseils et franchement qui peuvent faire la différence. Hein. Voilà, c'est ce qui est important de dire cet après-midi. On va continuer avant la fin de cette émission. La dernière ligne droite, il s'agit de Wahida et la rubrique Shkouni Ishfa. Alors aujourd'hui dans Shkouni Ishfa, je vous ai choisi des jouets, des objets que nous avions lorsque nous étions jeunes et qui émettaient des sons ou de la musique. Shkouni Ishfa, là, les objets, les canaux, et la musique ou bien des sons ou des bruits. Allez, des poupées. Ah oui, c'est quoi? Comment ils appellent déjà? Ça remontait en fait, et puis tu les mettais par terre et ça avançait. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Après, je me rappelle, j'avais un tambour, le tambour. Ah oui, un singe, non? Un singe, non? Bingo, il y avait le singe, le singe avec le tambour, donc je pense que nous l'avons tous eu un jour. Alors, on devait justement le régler. Oui, il fallait vraiment pouvoir le régler. Et puis, il avançait par terre. Et il jouait un peu du tambour pas à pas et parfois ça lui arrivait de tomber, de perdre l'équilibre. Donc il fallait le mettre vraiment sur un espace plat. C'était pas bien aménagé. Oui, voilà. Fallait dire, parlant d'aménagement. Ah, le voilà. Alors voilà, il est là. Donc avec le bouton derrière, il fallait... bravo à Massi, hein. Pour son première photo, vous l'aviez. Hein. D'ailleurs, pour ça, j'ai envie de m'excuser auprès de mes parents. Oui. Les personnes adultes, parce que je me rends compte aujourd'hui à quel point j'ai dérangé. La nuisance sonore. C'est ça. Oui, mais il était amusant. Il y avait aussi d'autres jouets. Allez, qu'est-ce que vous avez en tête? Là, peut-être oui. I don't know how to, je sais pas, kshol derbouka avec un... Le tambour avec les filets. Avec le filet, c'est vrai. Oui, c'est avec ça. la boule. Effectivement, c'est vrai, il y avait ça aussi comme instrument. Mais ça faisait pas beaucoup de bruit. Sinon, avec les deux
Il y avait deux boules. Oui, des boules où on faisait ça. Et... Exactement. Il y avait les deux boules aussi. On avait déjà parlé de ça. Avec les deux boules avec lesquelles on s'amusait pour faire des bruits. Et il y avait aussi les poupées. Des poupées qui chantaient. Donc il fallait leur mettre des piles. Oui, il fallait juste toucher. Lorsqu'on les touchait, donc elles chantaient. Elles changeaient de chanson souvent. Il y avait aussi, je pense qu'on a tous eu l'harmonica. L'harmonica, on ne savait pas. On n'avait pas le talent de s'amuser. C'est ça. On était bien loin. Mais on essayait quand même. Je pense qu'on a vraiment embêté les voisins. En plus, il y avait deux. Il y avait celle en plastique et celle en métal. Celle en métal, le son était plus fort. Si vous avez eu cette impression, c'est difficile vraiment d'utiliser. Et puis, on se mettait juste à souffler au moment de la sieste. C'était là où on faisait tout. Oui, on s'ennuyait. On n'aimait pas faire la sieste. Et on ne laissait pas les autres faire leur sieste non plus. Voilà. Donc, l'harmonica. Il y avait aussi un autre jouet, je pense qu'on en a tous vu, c'est les jouets à cordes. Ça dépend, ça pouvait être des peluches en plastique, des ours en plastique. En fait, il y avait un filet auquel on tirait, et puis lorsque le filet remontait, donc ça jouait une chanson. Et à chaque fois, on essayait. Au bout de la troisième fois, on l'abîmait. C'est ça. Ah oui, on tirait tellement fort. Voilà, on tirait tellement fort qu'à un moment donné, ça tenait pas. Ça tenait pas. Ça donnait plus. Et il y avait aussi une boîte, je pense, qui nous a tous impressionnés. Je pense qu'on en a eu tous. Le clown. Laquelle? Le clown. Il y avait un clown, oui. Le clown qui sortait avec un bruit très bizarre qui faisait presque peur. Je pense que de là, c'est parti les films d'horreur avec les clowns. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait. L'ancêtre, des films. Oh, que oui. Il y avait une autre boîte un peu mignonne, un peu jolie, qui nous faisait rêver, nous les filles surtout. Oui. C'est les boîtes à bijoux. Ballerina, oui. Exactement. On ouvrait avec la ballerine. Oui, c'est ça. Dès qu'on ouvrait la boîte, on s'amusait à ouvrir et à fermer à chaque fois pour la voir danser. Il y avait plusieurs modèles. Il y avait celle où la ballerine était raffinée et dansait, où elle dansait. Elle avait aussi son partenaire. Il y avait aussi d'autres. Il y avait un ours aussi avec son bébé qui faisait des tours et des rondes avec de jolies musiques qui étaient vraiment sympathiques. Et en même temps, on pouvait garder des billes. Exact. Allez, on va à d'autres photos. Allez, entre-temps, je vous fais aussi des cartes postales. Moi, je me rappelle à l'époque. Oui, avec la musique. Les cartes postales. Ah oui, c'est vrai. Oui, les c'est vrai. J'adore l'ouvrir. On a une chiffreuse. Oui, on avait reçu justement une collectionneuse de cartes postales. Il y avait aussi les cartes pour les fêtes de fin d'année et tout. Surtout pour les fêtes de fin d'année, il y avait la musique qui était en rapport avec la neige et tout. Et c'était en 3D aussi. Voilà, c'était joli. C'est vrai. C'était vraiment beau. Et il y avait aussi, allez, rappelez-moi, allez, je vous fais deviner aussi. Oui. Qu'est-ce qu'il y a eu encore Bon, nous, voilà. les pistolets. Oui, ça. Oui. On avait les pistolets. Oui, les pistolets pour les garçons, c'est vrai. Donc là, il y a une moi, j'adorais. Je pense que c'était le seul modèle qui avait. Oui, c'est vrai. Alors, doré avec le bout rouge. Ah non, moi, je me rappelle noir avec les recharges en rouge. En fait, moi, avec les petites recharges. Si vous vous rappelez les filles, c'était les jeux que j'avais choisis pour l'Aïd. C'est ça. C'est vrai. Effectivement, ils mettaient non seulement de la musique et les lumières. Et c'était tellement bruyant qu'à chaque fois... oui, c'était ça. Il y avait aussi les pianos. Voilà, les pianos. Aussi. Et ça, c'était le yo-yo. Il y avait de la lumière qui s'allumait, mais aussi de la musique. Donc, à chaque fois, ça dépendait. Pour les professionnels, ceux qui savaient vraiment le jouer, ils réussissaient à faire sortir une jolie mélodie. Mais les autres, c'était des bruits qui n'avaient pas d'importance. Et puis même les lumières aussi, ils s'allumaient parfois. Comment rater ça c'est c'est vrai, ça aussi. C'était avec le bois aussi. Exact. Donc, on essayait à chaque fois C'était les premières notes de musique qu'on a essayé de jouer. Et puis, on a essayé de reproduire l'instrument. Je ne sais pas si vous l'avez fait de votre côté, avec des morceaux de bois, parce que c'était impressionnant de voir du bois avec des couleurs et que ça émettait des sons qui ne se ressemblaient pas. Voilà, différents sons. On a essayé de les reproduire, mais ça n'a pas marché. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait le manège tournant. Oui, c'est vrai. Aussi. Le manège tournant avec la musique. À chaque fois, il fallait faire des exercices. Le remonter. Voilà. Toujours. Bien le régler. Donc, il ne fallait pas s'arrêter, surtout pas au milieu. Il fallait faire ça tourner pour qu'il puisse tourner. Et à un moment donné, tellement qu'on tournait, donc ça se cassait, on ne pouvait plus l'utiliser. Les voitures de police. Aussi, oui. Ah ben voilà, c'est grâce à celle-ci qu'on pouvait devenir champion de Formule 4. Ah, ça, c'est noté, franchement. Exact. Oui, voilà. Mais en tout cas,
Merci Wahida, merci pour les jeux et bien sûr, comme à chaque fois, ça nous parle, hein, c'est des jeux qui nous ont marqués. Yasmine, merci pour les conseils d'aujourd'hui. Nihat, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter avant de nous quitter? Merci déjà d'être venu justement partager avec nous cette belle histoire, hein, cette belle histoire familiale et aussi la belle histoire de Samy. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Eh bien, le souhait que j'ai pour l'instant et pour toujours, c'est que Léo aura ce qu'il déserve, ce qu'il mérite. Il aura le soutien de son pays qu'il a choisi. Et c'est possible. J'aimerais bien qu'on aura le support. Pour l'instant, on a un support magnifique du FASM, la fédération. Et on aimerait bien avoir le support financier. Inch'Allah. Merci. Merci de nous avoir justement donné plein de détails, plein d'informations sur justement ce sport mécanique. Ben, on espère que ça va titiller quelque part. C'est ça, c'est ça. Vous savez, il y a un dicton qui dit que c'est un ancien pilote, un ancien champion, qui disait que peut-être le meilleur pilote de Formule 1 au monde, c'est un bûcheron canadien qui n'a jamais piloté. D'accord. Là, peut-être qu'il y a d'autres talents en Algérie. Très bien, c'est noté. En tout cas, on souhaite plein de succès, bien évidemment, pour Samy. Et puis, nous, notre souhait, c'est qu'il vienne nous voir dès qu'il sera ici en Algérie. On compte sur vous, Nihat. Promis. J'espère qu'il reviendra avec le trophée de champion. Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, merci à tous. Voilà, on salue bien évidemment Samy et vos autres enfants, puisque vous en avez 2 autres. En tout cas, on les salue. Et bien évidemment, n'hésitez pas à les ramener avec vous dès qu'ils seront de passage en Algérie pour que chacun justement nous parle de sa passion et de sa réussite, nous raconte son histoire, ces belles histoires que vous avez partagées avec nous cet après-midi. Et merci à vous de nous avoir suivis. Nous aurons le plaisir de vous retrouver dès demain, bien évidemment, à la bonne heure. D'ici là, très bonne suite des programmes et prenez soin de vous. Au revoir. Cantando en su camino, cantando libertad. أنا جزائري يا أرض الأحرار، من داي جيتك جوال نحكي على الحال تبدل الأحوال. جيتك نحكي على السلم في كل قطار واش اللي صار. في الدارفور وكابول غزة وبغداد سلام نقول. سلام عليكم سلام عليكم ناس الحدار. سلام عليكم.